Continuons sur les opérateurs avec les opérateurs pour les booléens. Tout d'abord, nous avons vu que pour tester une égalité, on utilisait le double égal, et pour tester une différence, on utilisait point d'exclamation égal. Tout simplement parce qu'en C#, on peut inverser la valeur d'un booléen grâce au caractère point d'exclamation. Ainsi, si je prends un booléen appelé faux, je peux le mettre égal point d'exclamation true, et ainsi il aura la valeur false. Bien sûr, l'intérêt est nul lorsqu'il s'agit d'une valeur directe comme true ou false, mais peut être très pratique lorsqu'on veut vérifier qu'un booléen est égal à faux ou inverser sa valeur pour un test particulier. Nous allons rentrer maintenant dans un sujet un petit peu plus technique, un peu plus pointu. On a vu qu'un booléen était assez simple parce qu'il ne pouvait prendre que deux valeurs, vrai ou faux, donc true ou false. En fait, le terme booléen vient de quelque chose qui s'appelle l'algèbre de Boole, un mathématicien qui a apporté cette logique-là. Il existe trois opérateurs qu'on peut réutiliser en C# en algèbre booléen. Il y a le et, le ou et le ou exclusif. En fait, ces opérateurs vont prendre deux booléens et en former un seul. C'est-à-dire que je vais avoir un booléen et un autre qui vont former un résultat, un booléen ou un autre qui vont former un résultat, et un booléen ou exclusif un autre qui va former un résultat. Voici les tables de référence de résultats des opérations avec les mots-clés, avec les opérateurs et ou exclusifs. Comme on le voit, pour qu'un et entre deux booléens puisse renvoyer vrai, il faut que les deux valeurs booléennes soient vraies. Si une des deux ou les deux sont fausses, le résultat sera false. En C#, on utilisera le caractère et commercial, ou esperluette, dépendant de comment vous l'appelez, pour réaliser une opération et. Le ou, quant à lui, est beaucoup plus permissif. Si un seul des deux booléens est vrai, le résultat sera vrai. Si par contre les deux sont faux, le résultat sera faux. Ainsi, le caractère pour faire un ou en C# est le pipe, la barre droite, qui s'obtient en faisant un Alt GR et la touche 6 de votre clavier sur les claviers français. Finalement vient le ou exclusif, qui n'autorise qu'un seul des deux booléens à être vrai. Si les deux sont vrais ou les deux sont faux, la logique sera fausse. En C#, pour faire un ou exclusif, on utilisera l'accent circonflexe entre les deux variables. Vous utiliserez majoritairement les opérateurs et ou, et très rarement, voire quasiment jamais, le ou exclusif. Voici les exemples de code de comment faire les opérateurs en C#. À côté du et, on a le et qui est vrai avec deux variables true et le et qui est faux avec une des deux variables qui est égale à false. Avec le ou, nous avons une des deux variables qui est vraie, qui provoque le résultat true, et si les deux sont false, nous avons le résultat false. Et finalement, avec le ou exclusif, il faut que une des deux valeurs seulement soit vraie pour que la valeur soit vraie. On notera que les opérateurs symbolisés par le et commercial et par le pipe seuls vont impliquer une particularité, c'est-à-dire que chacune des valeurs sera testée. Si on revient en arrière, on voit que dans le cas du et, dès lors qu'une valeur est false, le résultat sera forcément false. C'est-à-dire que si on teste deux booléens et que le premier est false, l'intérêt de tester le second est nul. Et c'est pareil pour le ou. Si le premier booléen est true, peu importe la valeur du second, le résultat sera forcément true. Ainsi, pour gagner en performance et être un peu plus précis, on peut doubler l'opérateur. Donc au lieu d'avoir un et ou un pipe seul, on va avoir un double et ou un double pipe. Et comme ça, dès lors qu'une des conditions permet de savoir, d'anticiper le résultat total de l'opération, eh bien on n'exécutera pas les autres, on ne fera pas la vérification des autres booléens qui suivent. Par exemple, si j'ai ici vrai et faux, eh bien si j'écris est-ce que faux est égal à true et est-ce que vrai est égal à true, le premier test faux est égal à true va me renvoyer false. Donc en utilisant une seule fois le et, ici, dans le cas du code qui était écrit, les deux tests seront effectués. C'est-à-dire que même si faux est égal à true renverra faux, on ira quand même tester est-ce que vrai est égal à true. Ce qui n'apporte pas d'intérêt parce qu'on sait dès le début que de toute façon, avec le et,
dès lors qu'on rencontre un seul false, le résultat n'a pas besoin d'être exécuté. Si par contre, on décide de doubler l'opérateur, et bien dans ce cas, la condition du if va être exécutée plus rapidement parce qu'on n'aura pas besoin de tester les autres conditions. Est-ce que faux est égal à true? Non. Donc de toute façon, le résultat sera false parce qu'on veut faire un et. Donc je peux de suite passer dans le else si else il y a. D'une façon générale, il est recommandé de toujours utiliser le double opérateur afin d'éviter de mauvaises surprises et surtout de gagner en performance. Afin que vous puissiez maîtriser cela, je vous propose un petit exercice. Cet exercice est différent des précédents, parce que ça va être le début de l'implémentation de votre premier projet totalement exécutable qui sera un jeu. Ce jeu, c'est le nombre mystère. Pour faire simple, vous allez donner votre application à un joueur et le but de ce joueur va être de deviner le nombre caché en saisissant une valeur. Par exemple, dans votre jeu nombre mystère, vous avez défini la valeur comme étant égale à 7. Ensuite, vous affichez à l'écran, au joueur, vous lui dites « Essayez de deviner le nombre entre 1 et 10 ». Et le joueur va donc saisir par exemple 5. Et vous devez comparer la saisie du joueur par rapport au nombre mystère. Si le nombre mystère a été découvert, le joueur a gagné, sinon il a perdu. Nous allons mettre en place les toutes premières briques de l'implémentation de ce jeu. Il s'agit de la logique initiale. Afin de ne pas être parasité par autre chose, je vous conseille de créer un nouveau projet dédié nombre mystère que nous allons le faire évoluer au fur et à mesure des différentes vidéos. Et car nous n'avons pas encore vu comment générer un nombre mystère de façon aléatoire, pour le moment, la valeur du nombre mystère sera définie en tant que constante. Nous allons demander donc à l'utilisateur de deviner le nombre mystère. Et on va vérifier la valeur qu'il aura saisie grâce à l'opérateur supérieur ou égal ou inférieur ou égal, selon votre choix. Et nous allons afficher pour le moment une simple indication avant de terminer le programme. Est-ce que le nombre est plus grand? Et auquel cas lui dire le nombre mystère est plus grand, vous avez perdu. Est-ce que le nombre mystère est plus petit? On va également lui indiquer, lui dire qu'il a perdu. Et si il a trouvé le bon nombre, on va lui dire qu'il a gagné. En bonus, si cela vous semble trop simple, on peut également commencer à rajouter certaines choses, comme par exemple la demande du prénom du joueur. On va le stocker dans une variable et cela nous sera utile pour la suite de l'exercice. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause, à essayer de créer cet exercice, de réaliser cet algorithme et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour le corriger. Pour cet exercice, il nous était demandé de créer la toute première version du projet Nombre Mystère. J'ai donc ici créé un nouveau dossier et un nouveau projet Nombre Mystère dans lequel nous allons réaliser l'implémentation de cet exercice. Comme on peut le voir, je n'ai rien fait et, somme toute, le déroulé de cet exercice est très simple. Nous allons demander à la personne de saisir un nombre entre 1 et 10 et comparer ce nombre avec le nombre mystère défini précédemment. Bien entendu, pour que ce soit un vrai jeu, il nous faudrait introduire la notion d'aléatoire, mais il est encore un petit peu tôt dans ce cours pour ce fonctionnement-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'introduire le nombre mystère de façon aléatoire, je vais en définir une constante que je vais appeler NB mystère qui va être égale à une valeur fixe. Moi je mets 7 qui est donc compris entre 1 et 10. Mettez le nombre que vous souhaitez. Bien entendu, au niveau du jeu, cela rend le jeu très peu rejouable. Une fois qu'on a trouvé le nombre mystère, on sait que c'est celui-là de façon définitive. Mais plus tard, nous allons améliorer cette application. Donc, il va falloir dire à l'utilisateur ce qu'on attend de lui. On va donc écrire sur la console « Saisir un nombre entre 1 et 10 ». Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, quand on va lire le résultat de ce qui a été saisi sur la console, nous allons récupérer une chaîne de caractères. Or, notre nombre mystère est bien un numérique de type entier, il va donc falloir comparer la saisie de l'utilisateur avec le nombre mystère. Il va donc nous falloir ici le nombre qui va être le parse de ce qui a été écrit sur la console. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, si la personne ne saisit pas un nombre entre 1 et 10 et saisit quelque chose soit qui dépasse 10, soit qui est inférieur à 1,
voire même quelque chose qui n'est pas transformable en entier, nous allons avoir une erreur. Et comme je l'ai dit, vu qu'ici c'est la toute première version, nous allons l'améliorer dans les vidéos qui viennent au fur et à mesure de l'apprentissage de nos connaissances. Maintenant, il va falloir faire un test et appliquer une comparaison entre le nombre saisi par la personne et le nombre mystère. On va commencer par le cas le plus simple, la personne a deviné le nombre mystère. C'est-à-dire que le nombre qu'il a saisi sur la console est strictement égal au nombre mystère. On va donc faire un if, nombre, à savoir le nombre qu'il a saisi, est égal à nombre mystère. Dans ce cas-là, ça veut dire que la personne a gagné la partie, étant donné qu'elle a bien trouvé le nombre. Donc on va écrire sur la console, comme quoi la personne a gagné et qu'elle a trouvé le nombre mystère. Dans le cas inverse, il va falloir lui donner une indication. Alors ici, nous n'avons pas mis en place de rejouabilité, c'est-à-dire que si la personne se trompe, elle aura l'indication comme quoi le nombre mystère est plus petit ou plus grand, c'est ce qu'on va faire juste maintenant, mais elle ne pourra pas avoir une autre tentative, le jeu va s'arrêter là. Bien sûr, on va améliorer ce fonctionnement pour qu'avec l'indication, la personne puisse rejouer. Mais pour l'instant, on va simplement donner une indication qui va être: est-ce que le nombre mystère est plus petit ou est-il plus grand? Pour cela, il va falloir comparer le nombre avec le nombre mystère sur un plan par le biais des opérateurs supérieurs ou inférieurs. Par exemple, si le nombre saisi est supérieur au nombre mystère, ça veut tout simplement dire qu'on a saisi un nombre qui est trop grand, comme 8 ou 9, et donc dans ce cas-là, on va écrire sur la console que le nombre mystère est plus petit. Inversement, et ici nous n'avons pas besoin de cumuler un autre if parce que soit il est supérieur, soit il est inférieur, étant donné que l'égalité a été testée précédemment, dans ce cas-là, le nombre mystère est plus grand. Donc si la personne a saisi 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et à partir de là, notre jeu est donc fonctionnel. La personne va saisir un nombre et on va le comparer avec le nombre mystère. On va tester ceci sans plus attendre. Donc on doit saisir un nombre entre 1 et 10. Saisissons d'abord le nombre 5. Nous avons le nombre mystère est plus grand. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas rejouer, on doit donc relancer l'application. Mais armé de cette nouvelle information, on sait maintenant que le nombre est plus grand que 5. On va donc saisir 8. Et là nous avons le nombre mystère est plus petit. Ce qui veut dire que le nombre mystère est compris entre 5 et 8. Et donc si je relance l'application pour jouer une dernière fois et que je fais 7, félicitations, vous avez gagné et trouvé le nombre mystère. Alors bien entendu, ici j'ai joué de façon un peu bête, étant donné que j'avais déjà le résultat, mais ça m'a permis de tester chacun des embranchements que je voulais mettre en place. Comme vous le voyez, l'application de conditions avec des if, des else imbriqués et ainsi de suite n'est en soi pas très compliquée, et on pourrait très bien cumuler les différents tests, comme on le fera plus tard au cours de cette formation. Si vous avez réussi cet exercice, félicitations, vous avez donc codé votre petit jeu nombre mystère, où est-ce que vous avez fait l'application des différents opérateurs arithmétiques entre les nombres entiers pour produire des booléens et avoir des embranchements de code qui respectent une structure logique permettant de mettre en place un algorithme de jeu. Si vous n'avez pas réussi, n'hésitez pas à revoir cette vidéo ainsi que la vidéo précédente pour être certain de bien comprendre le fonctionnement des if, des else et également des opérateurs arithmétiques qui vont donc produire des booléens avant d'aller plus loin dans ce cours, car c'est quelque chose qui va revenir de façon récurrente.